Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Politique, tenue d'une session du Bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès. Il y a des gens qui prédisent des coups de force. Il n'y aura pas de coup d'État dans ce pays, Dixit Bala Sakandé, président du parti. Le ton monte depuis la sortie de l'opposition le 9 novembre dernier. Élément de décryptage dans ce JDS, journal du dimanche au soir, avec Lionel Bilgo, analyste politique. État de la corruption. Au Burkina Faso, nous éplucherons le rapport annuel du RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption. La police municipale est le service le plus corrompu au Burkina Faso. Un rapport que nous éplucherons avec Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC. Et enfin sport. Qualification Qatar 2022, les étalons accrochés par le MENA un peu partout ont pour obligation de gagner le mardi 16 novembre prochain face à l'Algérie. Quelle est leur forme? Élément de réponse avec Claude Romba qui sera notre analyste sportif dans ce journal du dimanche au soir. C'est ce qu'il y aura comme contenu pour ce rendez-vous. La première des rubriques, c'est celle politique. Le mouvement du peuple pour le progrès, nous l'annoncions en titre, a tenu hier samedi à Ouagadougou une session de son bureau politique national. L'élite du parti est revenue sur les conclusions de son dernier congrès en rapport avec la vie du parti. Concernant l'actualité du BPN, le BPN plutôt a consacré 2 motions. Une motion aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'au VDP, volontaire pour la défense de la patrie. Motion de soutien. C'est la 2e session du bureau politique national du parti au pouvoir depuis sa mise en place en septembre dernier. Elle a réuni des participants venus des 4 coins du Burkina Faso et d'ailleurs. À l'ordre du jour de cette rencontre du bureau politique national, la vie du parti et aussi et surtout les questions d'actualité, notamment celles en lien avec la situation sécuritaire. Ce BPN a consacré 2 motions. Une motion de soutien au président du Faso, président de ce pays, et une deuxième motion de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Donc voilà, grosso modo, en ce qui concerne les informations. Il a été question aussi de la situation sanitaire au niveau de ce pays. Et nous avons voulu, à partir de ce BPN, démontrer que le MPP est toujours là. À toutes ces personnes qui prédisent l'apocalypse au Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé est convaincu qu'il n'en sera rien. Il invite tous les fils et filles du Burkina Faso à se donner la main afin de lutter efficacement contre l'ennemi commun. Il n'y aura pas d'apocalypse au Burkina Faso. Il y a des gens qui prédisent des coups de force, des coups d'État. Il n'y aura pas de coup d'État dans ce pays à partir du moment où les forces de défense et de sécurité sont des forces républicaines. Il y en a qui ont essayé. Il y a eu des FDS, des forces républicaines qui ont contré cela. Il y a eu des populations qui savent que la construction de ce pays, l'avenir de ce pays n'appartient à aucune personne. L'avenir nous appartient tous. Rappelons que ce nouveau bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès MPP a été mis en place lors du congrès qui s'est tenu du 23 au 26 septembre 2021. Nous l'avons entendu, une motion de soutien au président du Faso, Roch Kaboré, des mots du président du MPP qui semblent une réponse à la dynamique enclenchée par l'opposition le 9 novembre dernier. Une opposition dont l'appel est quand même assez inhabituel. Écoutons le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboego. La prise de mesures urgentes, adéquates et véritables contre la vie chère. La réouverture immédiate des frontières terrestres pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Doter conséquemment nos forces de défense et de sécurité en moyens et matériels de combat mieux adaptés. Si dans un délai d'1 mois, rien de sérieux et de concret n'est entrepris pour maîtriser la situation sécuritaire, l'opposition politique, en concertation avec des organisations soucieuses de l'avenir de la nation, appellera à des manifestations fortes pour exiger la démission immédiate du chef de l'État et de son gouvernement. Le CFOP ne sera jamais complice du gouvernement de Roch Christian Kaboré, ni de Roch Christian Kaboré. Notez-le une fois pour de bon.
aujourd'hui ni demain. Jamais, au plus grand jamais. Des propos du chef de file de l'opposition politique, propos tenus le 9 novembre dernier lors d'un point de presse au siège même du CEFOP. Nous sommes sur ce plateau avec Lionel Bigot, comme nous l'annoncions en titre, analyste politique, directeur Afrique de Téminis Média. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau avec nous. C'est un plaisir. On a tous suivi ce premier reportage avec ce morceau choisi du point de presse du 9 novembre dernier. On va dire que le ton est monté. Le ton est monté dans les deux camps, opposition comme parti au pouvoir. Mais là encore, la population est prise en étau entre de grands adultes qui passent leur temps à faire des tergiversations pendant que nous enterrons nos morts et nos frères au front continuent à souffrir en fait le martyre. Et donc à un moment donné, il va falloir que chaque camp prenne ses responsabilités. Je crois que l'opposition est dans son rôle également de saisir l'opportunité faisant place, l'occasion de dire ce qu'elle pense vis-à-vis de la conduite des affaires faites par le pouvoir en place. Et d'un autre côté, le pouvoir aussi est dans son rôle de se défendre par rapport à ces sorties de l'opposition. Mais tout ça, ça ressemble à un terrain de jeu où on a une espèce de gaminerie qui s'y passe pendant ce temps que l'essentiel, en fait, qui tient ce pays-là, en tout cas, toujours debout, est mis sur le bas-côté et on n'a pas d'effort en fait pour juguler cette crise sécuritaire-là qui mortifère le pays depuis maintenant plusieurs années. Mais quand on regarde aussi, il y a une opposition qui ne lance pas un appel ici et maintenant, elle donne un mois. On est là dans la stratégie ou bien comment est-ce que vous le percevez? C'est pour ça que je vous dis qu'on a une opposition en fait en réalité qui va surfer sur des vagues de désapprobation momentanée, mais pas une opposition qui a une stratégie en tout cas structurée. Hein. La situation sécuritaire, ça fait maintenant plus de 7 ans que ça dure au Burkina Faso et que ça monte crescendo. L'opposition est restée aphone pendant un certain nombre de périodes, d'où les soupçons en tout cas d'une certaine connivence entre cette opposition-là et puis également le pouvoir en place. Je crois aussi que ces soupçons qui sont sortis du cadre d'ailleurs d'une imagination silencieuse, qui sont exprimés dans la presse. On a vu au niveau du CDP combien de militants accusaient le président Edi Kombego d'être de connivence avec le pouvoir en place. Donc je pense qu'il y a eu un besoin en tout cas de secouer le cocotier, de montrer qu'il n'y avait pas de connivence à travers cette conférence de presse. Mais je pense très sincèrement qu'on veut une opposition perpétuellement aux aguets, non pas seulement pour des critiques, mais aussi pour des fortes propositions. Souvenez-vous que lors de la rencontre mouvance présidentielle et opposition, sur la question sécuritaire, au moins, il y avait une certaine forme d'unanimité pour reconnaître qu'il y avait un travail conséquent qui avait été fait. Donc, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'on ait des ultimatums ou en tout cas des mises en garde à ce jour-là vis-à-vis du pouvoir en place? Mais quand on entend aussi quelquefois ces critiques parlant d'une opposition un peu molle, c'est une opposition aussi qui par moment a tapé du poing sur la table. On a vu lors du dialogue direct, notamment avec la majorité, il y a eu cette interruption que l'on a eu droit. Quelque temps avant, il y a eu cette marche qui avait été faite sous l'appel de l'opposition. On va dire que par moment elle marque le pas. Maintenant, on pourra dire qu'elle est un peu attentiste, on pourra dire qu'elle a un petit caractère mou, mais c'est une opposition qui a quand même donné le temps au temps pour ce qui est de la réponse domestique sur cette question sécuritaire. On ne peut pas au moins lui reprocher cela. Oui, mais vous savez, les meilleurs opposants dans ce pays n'ont pas été forcément les partis au pouvoir rassemblés dans des mouvements comme le CEFOP, etc. Ça a été plutôt des activistes qui, tous les jours et quotidiennement, ont passé leur temps à crier leur ras-le-bol et à dire leur souffrance. Ça, c'est vraiment ça comme permanence qu'on a constaté. Après, peut-être que c'est dans le format de l'opposition aujourd'hui, rassemblée au sein du CEFOP. Nous, on veut un pays avec des oppositions. Même au sein de l'opposition, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes points de vue. Et donc, un pays avec des oppositions sous-entend qu'il y a des partis politiques d'opposition qui prennent la parole quand ils le désirent. Je pense que les textes du CEFOP le permettent. Mais on ne les voit pas. Il y a un silence global, en tout cas, comme s'il y avait des mots d'ordre donnés globalement et que chacun respectait pour se retrouver encore dans le cadre du CEFOP. On n'est pas obligé d'attendre tout ce temps-là. On a plusieurs partis d'opposition. Chaque parti d'opposition peut se faire entendre et on peut entendre également les propositions de chaque parti d'opposition. C'est dans cela qu'un parti politique, d'ailleurs, se démarque du reste de
de la masse, quitte à ce qu'il y ait des actions conjointes, mais nous ne voyons plus les actions non conjointes, voilà, des partis politiques. D'où la pensée qui fait dire qu'il y a un silence par moment et puis un regain de vigueur par d'autres moments. Et moi, je peux comprendre ceux qui parlent d'opportunisme ou d'opportunité, alors qu'un parti d'opposition, par essence en tout cas, est gardienne, si vous voulez, de la bonne marche de la nation et peut se faire le porte-parole du peuple ou des populations pour réagir et demander une action concrète du pouvoir en place. Justement, parlons maintenant de la réponse. Il y a eu la sortie du 9 avec le mois qui a été donné pour avoir des résultats probants, auquel cas il y aurait des actions qui vont commencer jusqu'à demander la démission du président. Et puis à la sortie, comme on a vu hier, rencontre session du BPN pour ce qui est du pouvoir en place, MPP. Et puis on a entendu tout à l'heure les propos qui sont ceux du président Alassane Balassar Kandé. C'est une réponse de tic au tac. Oui, et puis remarquez que ce n'est pas que cette fois. On a l'impression qu'on a deux camps, en fait, qui font un concours de joute verbale ou de rhétorique de la communication à chaque fois. Hein? L'un sort aujourd'hui, 2 jours après, l'autre va faire une réaction. Et donc, on tombe des nues quand on voit que l'essentiel, en tout cas, est en train d'être ignoré et que les Burkinabés ont perdu l'espoir. Ont perdu l'espoir en tout et pour tout. Nous sommes en plein apocalypse, contrairement à ce que dit le président Balassar Kandé, c'est être myope que de ne pas le voir et de ne pas le savoir. C'est fou de sortir dire qu'on prédit l'apocalypse alors que nous avons les pieds en plein dans un apocalypse. Donc, du coup, moi, je pense très sincèrement que les Burkinabés ne veulent plus de discours. Les Burkinabés veulent des actions. Les Burkinabés ne veulent plus de faux semblants. Les Burkinabés veulent en fait une synergie d'action globale pour lutter contre ce qui fait de nous des Burkinabés l'unité du Burkina Faso et la sécurité de notre pays. Très sincèrement, je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de Burkinabés, et ils sont des milliers et des millions, à demander à ce que renaisse l'espoir dans ce pays-là. Et pour faire renaître l'espoir dans ce pays, bien entendu, il faut l'unité. Il faut d'abord exprimer les causes qui nous ont plongés dans cette situation, parce que deux fois, on parle de tout sans pour autant parler de l'essentiel, ce qui a fait que nous sommes dans cette situation. On a passé le temps à chercher le bouc émissaire, dès le début, à se rejeter la faute, dès le départ, et à laisser donc le terreau et la violence terroriste s'implanter et prendre corps et rester dans notre société. Aujourd'hui, au début, on parlait des terroristes comme des éléments venus d'ailleurs. Monsieur Va, je vous dis une chose, les terroristes sont des nôtres. Ce sont des Burkinabés qui n'ont plus foi au Burkina Faso. Ce sont des Burkinabés qui n'ont plus confiance en l'État. Ce sont des Burkinabés qui ont été marginalisés pendant longtemps sur la base de rhétorique ethniciste, sur la base de rhétorique régionaliste, et qui aujourd'hui, en réalité, ont trouvé les moyens nécessaires pour s'armer et s'aimer la terreur dans notre pays. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que l'on s'asseye très sincèrement pour se parler dans la vérité et se dire ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Tout à l'heure, vous étiez assez critique à l'endroit de l'opposition relativement à sa posture, parce que pour vous, à un moment donné, il y a aussi le caractère un peu opportuniste qu'il faut reconnaître. Maintenant, parlons aussi, parce qu'on a déjà commencé, du parti au pouvoir et de ceux qui sont affidés. Quand on regarde, est-ce que, au fond, il n'y a pas une impression légitime de laisser couler, malgré les plaintes nombreuses, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont incompréhensibles. Vous prenez les parrainages, ça continue avec les ministres comme vous voulez, des éléments festifs comme vous voulez. Et comme si, il y a dans l'autre partie du Burkina, comme disent certains, les 2/3 où ça ne va pas, impossible de voyager. Nous sommes très souvent dans nos émissions, comme le mot a dit, interpellés à chaque fois par des Burkinabés qui disent on est à Ouaga, on ne peut plus aller au village parce que c'est coupé. On a nos familles qui nous appellent tout le temps parce que ça pleure. Mais on a l'impression qu'on est dans un Burkina double. Et les autorités, en tout cas il y a quelques semaines, ne nous montraient pas les craintes qui étaient celles des populations, ne montraient pas les turpitudes qui étaient celles des populations. Est-ce que ce n'est pas ça qui a venu aujourd'hui de la situation? Non, moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Nous sommes réellement dans un Burkina double. Et quand je vous dis ça, je parle avec l'expérience. J'ai été dans la zone des 3 frontières, jusqu'à Marcoy. J'ai été là et j'ai vu ce que c'est que la détresse humaine, la misère du Burkina. J'ai été voir les déplacés internes. Et vous n'imaginez pas quelle est la colère qui anime aujourd'hui des déplacés internes, qui eux-mêmes, en réalité, nourrissent en fait une certaine forme de haine
vis-à-vis d'une population qui les rend abandonnés. Et certains déplacés internes, M. Vaha, sont avec nous à Ouagadougou. Circuler et regarder au feu de stop. Ils observent comme nous aussi cette insouciance que certains gouvernants, certains dirigeants ont. On a continué à faire comme si le Burkina n'était pas en guerre. On peut avoir des problèmes de résultats sur le terrain. Mais lorsqu'on a l'attitude qu'il faut pour montrer que nous sommes affectés, que nous prenons très au sérieux ce qui nous arrive, je pense que ça apaise le cœur des populations. Ce qui fait que on est dans une forme de non-compréhension de la situation actuelle, bien entendu, c'est le comportement et le 2 poids 2 mesures entre un pays sévèrement touché, complètement en guerre, où le sang coule à flot à quelques encablures de Ouagadougou, mais que, relativement, la bonne marche des institutions se poursuive avec festivité, avec joyau, comme il se doit. En décembre, bientôt, il y a une ministre qui organise un dîner gala, écoutez bien le terme, dîner gala, pour soutenir les FDS. Est-ce qu'on a besoin d'un dîner gala festif pour ce genre de situation? Nous avons besoin de recueillement. Nous avons besoin de motivation. Nous avons besoin de courage. Et en plus de cette guerre terroriste-là, c'est la famine qui va tuer nos parents à quelques encablures de Ouagadougou. Parce qu'économiquement, nous sommes dans le marasme total. Eh bien, la question qu'on se pose aujourd'hui, le constat, c'est que ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On regarde des populations qui s'est désabusées, mais qui font ce qu'elles peuvent. Le mardi 9 novembre, et ce sont les populations de la province du Loroum, Titao, chef-lieu, qui ont eu à faire une déclaration, lancer un cri de cœur, donc suite aux multiples attaques terroristes. Après, c'est Fada Ngoma, chef-lieu de la région de l'Est, qui a observé, c'était le mercredi, donc le lendemain du 9, donc une ville morte, et cela a été partagé aussi dans certaines autres localités. Mais quand on regarde ces populations, qu'est-ce qu'elles peuvent à la fin? Qu'est-ce qu'elles peuvent après les cris de cœur lancés à l'endroit du pouvoir central? Qu'est-ce qu'on peut? Oui, écoutez, il y a les cris de cœur, il n'y a pas que les cris de cœur. Ces populations aussi s'organisent par endroits. Moi, j'ai été à Marcoy, je vous dis que dans la ville de Marcoy, il n'y a plus de police. Pour faire une pièce d'identité, il faut faire plusieurs kilomètres. Les populations sont devenues solidaires. Les déplacés internes de la ville de Marcoy logent sur le terrain des populations de Marcoy. La nourriture qu'ils mangent, parfois, ce sont les populations qui prennent leur nourriture pour aller leur donner. Donc, il n'y a pas que les cris de cœur. Les populations sont en action. De toute façon, avec l'absence de l'État dans certaines localités, les populations, pour survivre, sont obligées de se prendre en charge, de s'autodéterminer. Et à partir de ce moment-là, elles ne peuvent que compter que sur elles-mêmes. Et donc, il n'y a pas que les cris de cœur. Mais au-delà des cris de cœur, le message qu'il faut envoyer à ces masses-là, c'est un message venant de là-haut. C'est un message venant du chef de l'État. C'est un message venant des gouvernants, des dirigeants, à travers leur attitude et leur comportement, mais aussi à travers des changements conséquents et un appel au plus large possible des compétences pouvant nous permettre de sortir de cette situation. Parce que sinon, je vous assure que cette apocalypse dans laquelle nous sommes, puisque je le dis, nous le sommes, va entraîner des drames inouïs dans notre pays. Justement, lorsque nous intéressions à ce point de presse-là, celui du MPP, donc avec plutôt, c'était pas un point de presse, c'était plutôt une séance organisée par le BPN, on avait appris qu'il y aurait donc un point de presse qui pourrait être organisé par le MPP justement demain. Est-ce qu'on ne va pas monter encore dans le jeu de pique, je reprends, et en oubliant la réalité qui est celle qui est implacable au Burkinabé tous les jours? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, M. Vaha. On est dans une rhétorique, dans une joute verbale, un concours d'excellence en fait de médisance ou de discours. Et ce n'est pas ça qui nous sort de la situation. Ce que nous voulons, ce sont des cadres de concertation, des cadres de réflexion, des cadres de communication, des cadres d'action et de stratégie, des cadres de solidarité. Nous ne voulons pas des camps opposés continuellement et perpétuellement en train toujours de se soupçonner, parce que c'est ça. Depuis les années 80, depuis 87, le coup d'État de 87, jusqu'à aujourd'hui, vous avez les mêmes acteurs qui s'auto-soupçonnent, qui s'auto-handicapent, qui s'auto-insultent, et ça continue. Et pendant ce moment-là, c'est notre avenir et notre devenir qui est pris en otage entre des égos démesurés de plusieurs personnes qui ne savent pas à un moment donné, en tout cas, que ce qui fait d'ailleurs d'eux opposants et pouvoir,
c'est le Burkina Faso et que ce Burkina Faso-là est en péril. Maintenant, qu'est-ce qui est possible lorsqu'on regarde la polarisation de notre scène politique et de ses acteurs sur ce sujet qu'est la sécurité? Est-ce qu'une société civile peut venir changer quelque chose ici? Qu'est-ce qui peut apaiser? Non, moi je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi la capacité des sociétés civiles. C'est pour ça que je dis que c'est encore là. Celui qui a été élu comme président du Burkina Faso, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il ne fait plus partie du problème à partir du moment où l'opposition dit « Vous avez un mois, monsieur, sinon on vous dira de partir ». L'opposition n'a pas élu le président du Faso. Je pense que les Burkinabés ont choisi le président du Faso, ont désigné celui qu'ils estimaient, comme, nonobstant le fait qu'on connaît le système électoral, etc., il y a eu un choix qui a été fait. Et cet homme-là a encore peut-être les coups de flanche en tant que chef de l'État aujourd'hui, de prendre des décisions concrètes, de faire ce swing-là qui manque, ce jeu de rôle-là que nous voulons en fait pour raviver la flamme du rêve possible, raviver la flamme du courage. Mais ça sous-entend en fait en réalité qu'il ferme les oreilles par rapport à ces charlatans, à ces charmeurs, à ces oreilles qui le font penser que les réalités sont tout autres. Je pense en réalité que dans un pays qui marche, il faut faire appel aux compétences. Il faut faire appel aux compétences. La religion de l'incompétence a trop duré dans ce pays-là. Il y a des gens qui aujourd'hui, nonobstant le fait que c'est le président Roch Marc Christian Kaboré, etc., n'auraient même pas pu imaginer dans 2 vies successives qu'on leur a accordées être dans des postes de direction dans ce pays-là. Vous avez certaines personnes qui traînent des casseroles, mais c'est eux encore qui sont là pour nous diriger et pour nous gouverner. À un moment donné, il faut faire place, surtout en temps de crise, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut faire place à l'exemplarité, à la compétence et surtout rassembler les gens autour d'un rêve commun. La question de ce terrorisme-là, ce qui se pose concrètement, c'est est-ce que nous sommes tous burkinabés et qui nous sommes réellement? Et dernière question justement, parce que là on est sur le personnage central, le président du Faso. Je pense que les critiques n'ont pas commencé aujourd'hui, même venant de l'opposition. On a vu après Soulane le bras de fer qu'il y a eu. Il a été contraint de revoir un peu les choses au niveau des postes nominatifs quand on prend sécurité, on prend par exemple défense. Et il a encore revu les choses après. Et sur la question de la hiérarchie, il y est allé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut encore? Non, vous savez, moi je pense aussi, les remaniements peuvent se succéder sans impact concret en fait sur les résultats. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre compétence et leadership ou capacité managériale. Il y a le savoir-faire et il y a le savoir-faire faire. Vous pouvez nommer quelqu'un à un poste parce qu'il sait faire. Et arriver à ce poste-là, en réalité, il n'a pas le sens du management. Il ne sait pas faire. Et à ce moment-là, vous aurez les mêmes résultats que précédemment. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir ce flair-là pour faire le bon casting. Et le bon casting ne peut se faire que dans un environnement de solidarité. Vous allez prendre une population totalement divisée et vous nommerez qui vous voulez, ça n'ira pas loin. Et je pense très sincèrement qu'il faut donner un message fort et clair à travers l'attitude, effectivement, de nos dirigeants et de nos gouvernants pour faire renaître l'espoir. Celui qui peut le faire, c'est le chef de l'État. On a beau parler, tourner autour du pot, lui qui tient les manettes, c'est le président Roch Marc Christian Kaboré. C'est à lui de s'assumer, c'est à lui de décider et il aura toujours, comme il l'a toujours jusqu'aujourd'hui. Pourquoi souvent, dans les églises et dans les mosquées, dans toutes les religions, même dans la religion traditionnelle, on prie pour le chef de l'État? On ne prie pas pour lui parce qu'on l'aime forcément. On prie pour lui parce qu'il détient les manettes. Si lui va bien, s'il est inspiré et éclairé, si Dieu le guide, nous serons tous sauvés. C'est la raison pour laquelle le poste de président du Faso est un poste sacré dont il faut lui donner toute sa quintessence. Celui qui peut faire briller ce poste-là, c'est celui qui est au trône de ce poste-là. C'est le président Roch Marc Christian Kaboré. Merci bien, Lionel Bilgo, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes analyste politique et directeur Afrique de Téménis Média. On va poursuivre ce rendez-vous JDS, Journal du dimanche au soir. On reste toujours en politique et on va parler de ce top départ. On l'abordait tout à l'heure aussi, des activités de la fête de l'indépendance à Zignaré, qui a été donnée le 13 novembre à travers la conférence inaugurale lancée par le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale. Cette conférence inaugurale a connu une communication du ministre sur le thème de la présente édition, donc 11 décembre. Le point nous est fait par Serge Kaboré.
À moins d'un mois des festivités, la conférence inaugurale entrant dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale est lancée ici au gouvernorat de Zignaré. L'état des lieux et le sens du thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso » est expliqué ici par le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale au cours d'un panel. Par une rhétorique évoquant les illustres personnalités historiques ayant ouvert la voie à l'indépendance et conduit le sommet de l'État, le panéliste du jour, Zéphirin Diabré, a lancé un appel solennel pour un engagement individuel et collectif pour une concrétisation du processus amorcé pour la réconciliation nationale. Il n'y a pas d'avenir, tout le monde le sait, pour un groupe d'hommes et de femmes qui ne prennent pas conscience pour s'entendre, s'engager et se battre dans l'espoir de triompher. Le temps passe. Les hommes passent, mais notre nation et notre pays doivent demeurer et plus que jamais. Après avoir pansé nos plaies, rebondir vers la destination des pays qui imposent le respect parmi les autres sur la scène internationale. Le Burkina Faso est tantôt peint en rouge, tantôt en jaune, en attendant pour certains le noir, mais nous devons nous assumer et nous allons nous assumer par rapport à notre destin, à notre souveraineté, parce que nous n'avons d'autres choses et d'autres pays que le Burkina Faso. La réconciliation nationale est bel et bien en marche à la grande surprise des pessimistes, affirme le ministre d'État chargé de la réconciliation, tout en annonçant le Forum national sur la réconciliation qui se tiendra du 17 au 23 janvier 2022. Au début du processus, bien évidemment, des inquiétudes, parfois techniques, quelquefois politiques, ont été exprimées par certaines opinions, laissant penser qu'il ne s'agissait que d'un agenda caché de politiciens. Mais au bilan, ces concertations, notamment celles tenues dans toutes les communes du pays, ont permis de recenser des conflits et tensions qui mettent à mal la cohésion sociale et les différents besoins de réconciliation. Pour ce qui est du thème du 61e anniversaire de l'indépendance, la gouverneure du plateau central s'est réjouie de sa pertinence. Il interroge notre conscience et nous interpelle tous sur la nécessité de cultiver chaque jour la paix et le pardon pour une réconciliation nationale vraie et sincère et une cohésion sociale inébranlable, gage de tout développement socio-économique et durable. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour lancer un appel aux filles et aux fils de la région du plateau central à maintenir cette dynamique du vivre ensemble dans laquelle ils se sont inscrits. Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso, c'est sous ce thème que sera célébré le 11 décembre prochain le 61e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays des hommes intègres. Nous abordons à présent la rubrique économie de ce JDS. Et avec moi pour aborder cette rubrique économie, il y a David Nana, visage donc connu pour aborder ces questions avec moi. Bonsoir David. Bonsoir Monsieur Va. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Voilà, le premier reportage qu'on va donc faire jouer dans cette partie économie, c'est celle qui concerne les acteurs du secteur privé qui se sont rendus dans les urnes ce 14 novembre, donc aujourd'hui, pour le renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a visité le bureau de vote de Ouagadougou pour s'assurer du bon déroulement du scrutin et encourager les agents. Il dit être satisfait du déroulement et à la fois, et a aussi foi, on va dire comme ça, en une élection crédible. Le point nous est fait par Abdoulrahim Niénié. De la Maison du Peuple à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, en passant par la Maison de l'entreprise, Aruna Kaboré, ministre en charge du commerce, a échangé avec les agents mobilisés pour cette élection consulaire. Des élections qui permettront de renouveler les instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. À la fin, c'est un ministre satisfait du déroulement du processus qui appelle tous les acteurs à faire recours aux voies légales en cas d'éventuelles irrégularités constatées. Et nous avons eu un processus jusque-là qui se passe très bien, à travers des inscriptions qui sont bien déroulées, l'élaboration d'une liste électorale qui a été validée et acceptée par tous, une campagne électorale qui s'est bien déroulée sans incident. Et aujourd'hui, c'est le jour J où les uns et les autres sont appelés à choisir les différents élus dans les catégories
d'activités. Les votes se déroulent très bien. Il y a une très bonne affluence. Nous avons prévu les voies de recours à travers donc les tribunaux qui nous permettent donc de régler les différends. C'est normal. Dans tout processus, il peut y avoir de la contestation, mais il y a des voies qui sont prévues par nos textes. Jusque-là, on les a utilisées et c'était plutôt très bien passé. Quelques heures après l'ouverture des bureaux de vote, la délégation ministérielle a constaté une forte affluence et dans la plupart des bureaux, près de la moitié des candidats inscrits ont déjà accompli leur devoir. On vient d'effectuer les votes, comme vous l'avez constaté, qui est très bien organisé. Et donc, nous félicitons donc le comité d'organisation pour, en tout cas, avoir bien mené le processus jusqu'au vote où nous constatons que ça se passe très bien. Je suis venu voter et j'ai constaté que tout se passe bien comme il se doit. Chaque candidat a un représentant. Par la grâce de Dieu, tout sera comme on le souhaite. Sur le plan national, 81 bureaux de vote sont ouverts pour ces élections consulaires et 170 sièges sont à pourvoir contre 151 pour la mandature précédente. Ces sièges sont répartis à travers les 13 régions du pays dans 3 catégories, à savoir le commerce, l'industrie et les services. Les 170 élus consulaires vont à leur tour élire le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pour un mandat de 5 ans. On était donc avec les acteurs du secteur privé qui aujourd'hui donc étaient aux urnes pour le renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. David Nana, on a entendu tout à l'heure le ministre dire que il est très heureux de voir que les choses se déroulent bien. Et ça, c'est à mettre à leur actif, hein, c'est positif parce que ça témoigne aussi que dans ce secteur, il y a quand même une organisation et les acteurs y tiennent. Maintenant, on espère que l'objectivité va dominer sur la subjectivité. Malheureusement, dans le bon nombre d'organisations, ce qui est déploré le plus souvent, c'est des activités économiques. Donc, si des intérêts parfois subjectifs s'associent, ça tend parfois à détourner de l'objectif principal. On attendra aussi les résultats et puis voir un peu comment ça se passe ce renouvellement-là. On va s'intéresser à un autre sujet, c'est celui du RENLAC qui a procédé au lancement de son rapport 2020 sur l'état de la corruption au pays des hommes intègres. Et son enquête a concerné environ 2000 personnes reparties dans les 13 régions du pays et la ville de Puitenga. Le rapport 2020 a été partagé jeudi dernier. Ce rapport révèle que la police municipale est le service le plus corrompu au Burkina Faso avec un pourcentage de 75,21% en 2020. Et il y a donc la police nationale qui vient en deuxième position avec 28,96%, la douane avec 27,63% qui occupe donc la troisième position et la direction générale des transports terrestres et maritimes DGTTM qui arrive en quatrième position avec 22,14%. Et puis on parlera aussi de la gendarmerie qui vient en dernière position avec 20,28%. Le même rapport note que les femmes sont les plus vulnérables en matière de corruption. Nous recevons, pour éplucher d'ailleurs ce rapport, Sagado Nakanabo, qui est le secrétaire exécutif du RENLAC. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Voilà, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit. À chaque fois que les rapports sortent, on vous a. Voilà. Bon, moi, j'ai envie de demander comme première question, si vous me permettez, David Nana, qu'est-ce que le rapport 2020 révèle de nouveau? Le rapport 2020 dit que lorsqu'on fait une analyse rétrospective, depuis 2016, on constate que les citoyens qui pensent que la corruption augmente, leur nombre s'est accru de près de 400%. C'est-à-dire qu'en 2016, il y avait seulement 10% des sondés qui pensaient que la corruption d'une année à l'autre s'augmente. En 2020, ce nombre est devenu 42,4%. C'est 3 points, mais lorsque vous passez de 10 à 42, ça fait plus de 400% d'accroissement. Ça, c'est d'un. De deux, dans ce rapport, nous avons essayé d'avancer dans l'analyse
Parce que depuis toujours, on sait qu'on n'a pas un appareil qui mesure la corruption comme le mètre mesure la taille. Mais c'est en essayant de recouper les phénomènes que nous essayons de cerner ce que beaucoup de gens appellent l'hydre corruptive. En croisant le phénomène de la fréquence et le phénomène de l'évolution de la corruption, dans le rapport 2020, nous avons créé ce que nous appelons l'indice synthétique de perception de la corruption. Ça, c'est la première fois que nous essayons donc cette analyse-là pour essayer de voir, avec cet instrument-là, si on remonte tous nos rapports à partir de 2007 jusqu'en 2020, on obtient une courbe évolutive de la corruption et on voit que la corruption, tout en évoluant en dents de scie, a connu une baisse notoire en 2015, mais depuis, à partir de 2016, en venant jusqu'en 2020, la courbe est ascendante de façon continue. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc c'est la première fois aussi que dans le rapport, on fait une telle analyse. D'accord. Vous parlez de l'ISPC qui prend en compte non seulement les perceptions sur la fréquence de la corruption, mais aussi sur son évolution. Un rapport que je tiens entre mes mains, donc on a pu nous consulter. Donc David Nana, vous avez une autre question? Alors, moi, c'est pour venir justement sur ce top 5-là. C'est vrai que dans la méthodologie, c'est 2000 personnes qui ont été enquêtées. La question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de me poser la question, est-ce que c'est pas parce que ces 2000 personnes qu'on a enquêtées ont le plus affaire à ces 5 services-là qu'on a trouvé en top 5. Je veux dire, est-ce que c'est pas parce que c'est plus perceptible avec eux qu'on les retrouve toujours dans le top 5? Non, puisque les 2000 personnes ne sont pas choisies par le RENLAC. Parce que la méthode de quota, les personnes que vous allez enquêter, vous ne les connaissez pas à l'avance. C'est des citoyens lambda comme vous et moi. Ce que je veux dire justement, seulement la plupart des citoyens lambda, vous et moi, dans nos activités quotidiennes, on a beaucoup plus à faire à ces services-là qu'à d'autres services, peut-être. Ah, ok, je n'avais pas vu ça dans ce sens. Si c'est cela, si vous regardez dans le rapport, vous allez voir que le service le plus fréquenté, c'est la santé. D'accord. À la santé, les fréquentations des 2000 personnes-là s'élèvent à près de 3000, presque 4000 fréquentations des services de santé. D'accord. Alors qu'à la police, on n'a même pas 1000. Donc, ce n'est pas parce que la police a plus de contact avec les citoyens qu'elle a ce taux. Ça, c'est vraiment écarté parce que de 3000 à 700 et quelques, la marge est très grande. Donc, en tout cas, nous écartons d'office ce facteur. Si on compte même la fréquentation, la police municipale n'arrive même pas en 3e position de fréquentation. Et vous pouvez lire ça dans un tableau statistique qui figure en annexe. Parce que dans ce tableau-là, vous verrez que c'est à la page, si vous voulez regarder, 140. La page 140. Oui. Voilà. En fait, le classement est un extrait de ce tableau. À cette page-là, vous allez voir que la police municipale, c'est juste en première position là, le nombre de sollicitations, c'est 363. Et si vous partez regarder, par exemple, dans les collectivités territoriales, c'est 1200. On a même ce qu'on appelle 1871, on est à 1600. Ouais, à la santé, c'est 3000. 3767, c'est-à-dire presque 4000. Et l'ensemble des sollicitations, ça fait 12 000 et quelques. Donc, pour un service qui a des sollicitations de 363, l'argument de la fréquentation n'est pas suffisant. Certes, avec l'insécurité, en mettant les forces de sécurité intérieure sur la voie publique, à savoir la police, la gendarmerie et la douane notamment, en les mettant en contact avec les populations, on crée des opportunités pour le développement de la corruption.
Parce que nous avons vu que les seuls moments où la police et la gendarmerie ont reculé dans le classement, c'était pendant les périodes où on avait commencé à les retirer de la circulation routière. D'accord. Et ensuite, on peut même voir que la raison qui fait que la police municipale est première, à 99%, c'est dû au contrôle de la circulation routière. C'est sur les routes que les transactions se font. Est-ce quels sont justement les facteurs qui favorisent cette hausse-là? Parce qu'on regarde en 2019 et 2020, la perception pour les Burkinabés, c'est qu'il y a eu plus de corruption. Mais quelles sont les niches, quels sont les facteurs qui ont vraiment favorisé cela? Maintenant, peut-être que ça, on n'a pas ça dans le rapport, mais à l'analyse, nous pensons que le premier facteur, c'est que depuis la fin de l'insurrection, les Burkinabés qui avaient commencé à penser que plus rien ne sera comme avant, se sont rendus compte qu'on peut tout faire comme avant, sinon même faire pire qu'avant. Donc ceux qui s'étaient rétractés un peu vis-à-vis des phénomènes de corruption ont vu que l'impunité avait pignon sur rue et qu'ils pouvaient faire tous les travers comme ils le voulaient et que rien n'arriverait. D'accord. Tous les cas qu'on a cru qu'il allait avoir des solutions, vous avez vu qu'on avait arrêté des mains, on a laissé tomber. Tous les cas qu'on croyait qu'il y allait avoir une punition, ça s'est arrêté court. Donc, comme il n'y a plus de risques, les gens se sont donnés à cœur ouvert. Et l'autre facteur, c'est qu'au sommet de l'État, on ne sent pas venir. En fait, on ne sent pas sonner la fin de la récréation. On ne sent pas une volonté politique d'arrêter la corruption. Tant et si bien que lors des dernières campagnes électorales, nous on s'est invités dans la campagne et on a organisé des débats avec les candidats pour les demander quels sont vos programmes de lutte contre la corruption. Mais on n'en a pas vu. Bien au contraire, on a vu que tous les partis politiques, non, pas tous, presque tous, se sont adonnés à cœur joie à la corruption. Justement. Et ceux qui ne se sont pas adonnés à la corruption, il y en a qui se sont trouvés parmi eux qui nous ont dit, dur comme fer, que eux-mêmes qui ne font pas la corruption, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Sinon, s'ils avaient les moyens que le parti au pouvoir a, eux aussi ils auraient fait la même chose. L'objectif étant finalement d'avoir les voix et pas plus. Il n'y a que quelques partis qui ont dit ouvertement devant nous que, en tout cas, eux, ils n'étaient pas dans la pratique de la corruption. Mais c'est vraiment... Nous n'avons entendu ça que 2 fois. Sur le nombre total de partis, vous voyez que c'est très dérisoire. D'accord. Vous faites justement, faudrait pas qu'on finisse sans qu'on pose cette question-là. Vous l'avez abordée. Je vous le disais un jour froid quand on préparait cette émission, ça allait être difficile de tenir sur le temps qui nous est imparti. Mais revenons avec justement ce classement que vous faites au niveau des élections de 2020. Le MPP en tête, suivi du CDP et de l'UPC. Au-delà de ce classement que vous faites, qu'est-ce que on peut retenir en termes de corruption concernant la dernière élection de notre pays? Oui, merci. C'est une question très importante. Parce que nous aussi, nous nous sommes posé cette question en faisant l'observation électorale de 2020. Nous voulions voir quelle a été l'évolution de ces mauvaises pratiques-là par rapport à 2015. Et nous avons vu que même le dispositif qu'on a pris pour interdire l'usage des gadgets, les partis politiques se sont ingénieux et le parti au pouvoir en tête pour contourner la loi, pour montrer que quelles que soient les lois que nous allons arrêter, la corruption ira de l'avant. Et ça, nous avons eu un pincement de cœur de constater que les partis politiques et le parti qui gère le pays n'est pas conscient que la corruption est un danger, y compris pour eux-mêmes. Parce que la corruption discrédite la chose politique, discrédite les hommes politiques, tant et si bien qu'aujourd'hui, quand vous décidez de vous engager en politique, on vous demande, ah oui, vous aussi, vous voulez maintenant aller manger. Politique est devenu synonyme de manger, de voler, de tricher. Et ça ne fait pas honneur. Ça ne fait même pas honneur au Burkina Faso parce que la politique, ça devrait être les hommes qui gouvernent. Donc ça devrait être la noblesse. Ça devrait être vraiment la rigueur. Malheureusement, à cause de la corruption et à cause du peu de soucis que les partis politiques accordent
au combat contre la corruption, on est en train de dégrader le visage de notre pays. Je vais me permettre une dernière question, parce que j'ai dit le temps, ça va très vite. On a vu que dans ce rapport-là, le RENAC a saisi le ministère en charge de l'éducation concernant 2 de ses agents. Et vous dites aussi que vous êtes également disposé à aider les institutions afin de redorer leur blason ou leur image. Concrètement, que peut le RENAC? Le RENAC peut, avec sa base de données, avec les dénonciations documentées que nous avons, permettre à ces institutions qui sont épinglées par les citoyens de changer leur donne. Je vous dirais seulement de demander à la Carrefour qui nous a approchés après son classement dans le rapport, de demander au CCVA qui nous a approchés après son classement dans le rapport. Ils ont pris langue avec nous. On leur a expliqué ce que nous avons dans la base de données les concernant. Et nous leur avons fait comprendre que ce n'était que le bout de l'iceberg. Parce que ce qu'on peut constater en 2 ou 3 jours dans une ville comme Kaya, et si le service veut bien partir de là pour investiguer, il découvrira tous les travers qu'il y a dans le service. Et nous, on peut. Nous avons quand même, c'est vrai, une petite équipe, mais nous avons appris des méthodes d'investigation qui nous permettent d'aider ces services-là à découvrir les mauvaises pratiques qui se développent dans leur service. Maintenant, le reste, ça sera à eux de prendre les décisions. Et même pour prendre ces décisions, nous connaissons la loi anticorruption et nous pouvons aussi les aider dans les mesures préventives, mais aussi dans les mesures répressives. Parce que s'il s'agit de poursuivre les gens, nous pouvons nous constituer partie civile. Et nous avons plus de 25 dossiers depuis 2017 qu'on a commencé cette pratique-là. Et vous avez aussi vu ça dans le rapport. Donc, nous pouvons bien, avec vraiment toute modestie mise à part, nous pouvons les aider à sortir de là. Mais maintenant, s'ils ne prennent pas au sérieux ce que les citoyens pensent d'eux, en ce moment, c'est difficile pour nous de les aider parce qu'ils croient que le RENAC, pour une raison ou pour une autre, les en veut. Or, il n'y a pas de raison. En tout cas, 163 pages à consulter, dans lesquelles on a la perception des Burkinabés pour ce qui est de la corruption au Burkina Faso, un État qui est donc bien ficelé, rapport 2020. Merci encore, Monsieur Nakadabo, d'être passé sur ce plateau. Merci, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du RENAC. Merci, Monsieur Nana, pour vraiment vos questions pertinentes. Je repars avec des questions toujours dans ma poche. C'est comme ça au JDS. Et c'est bien pour ça qu'on vous reçoit encore et encore. C'est bien ça. Merci bien, David Nana. Voilà, on va passer à une autre rubrique, c'est celle culture. Et dans cette partie culture, on s'intéresse à un événement. C'est pour le samedi 20 novembre prochain au stade municipal de Ouagadougou, qui est celui Issoufou Joseph Konombo. Smarty se lance le défi de faire le plein de ce stade avec son tout dernier album Odyssée. Comment est née l'idée de ce projet? Comment se passent les préparatifs à moins d'une semaine, notamment de ce concert-là? Notre reporter Maxime Jean-Eudes de Bambara est allé à la rencontre de l'artiste et voici le reportage qu'il nous propose. Rendez-vous le 20 novembre, les gars. Yélène l'a fait en 2004 et Smarty, de son vrai nom, Salif Kiekita, entend bien rééditer l'exploit de remplir le stade Issoufou Joseph Konombo de 15 000 places. Un rêve utopique, sinon une illusion pour certains, mais l'artiste compte bien aller jusqu'au bout de ses rêves, surpasser toutes ses peines pour un bout de bonheur au royaume de ses espérances. Non, ce n'est pas une illusion. L'illusion, c'est si le stade n'existait pas, que le Burkina n'existait pas, que le public burkinabé n'existait pas. Oui, on pouvait parler d'illusion, ce n'est pas une illusion. Le stade, il existe bien. On a eu la chance que ceux qui sont là-bas nous la mettent à disposition. On a un public qui est là, il faut aller vers eux, trouver les mots justes pour qu'ils se déplacent. Et voilà, on espère avoir bien fait la promo, on espère que le message est passé et que voilà, les gens pourront... se déplaceront vraiment et que bon voilà, on ira faire échouer l'échec. C'est l'idée finale, c'est ça. L'idée finale, c'est d'y aller et de dire que oui, effectivement, nous avons échoué avec plus de 15 000 personnes. Je n'ai pas du tout analysé, trop de détails que j'ai dû banaliser. Papa, les ex, je l'ai traumatisé.
Allons échouer au stade, c'est le hashtag devenu slogan qui accompagne désormais la promotion de l'album Odyssée, dernier né de l'artiste. Un concept inspiré selon Smarty d'un commentaire d'un internaute sur l'une de ses publications sur sa page Facebook. L'idée est partie simplement comme ça et puis je décide d'aller au stade et puis il y a un internaute qui s'est amusé qui dit « Ouais, tu connais les Burkinabés, ils vont te dire ça, mais sur 10, il n'y a que 3 personnes qui vont aller. Donc moi je suis sûr que ça va être un échec. » Donc je me suis inspiré de lui, j'ai dit « Ok, d'accord. » J'ai trouvé mon hashtag, allons échouer au stade. Puisque je me dis que dans toutes les démarches qu'on mène dans la vie, on frôle l'échec et le succès. Mais on a plus peur de l'échec alors qu'il faut parfois forcément passer par là pour atteindre le succès. Donc en gros, c'est un message que j'envoie aux gens pour leur dire que voilà, l'échec ne devait pas, l'idée même de l'échec ne devait pas être un frein à tout ce qu'on doit entreprendre. Entouré de son staff de musiciens, l'artiste multiplie depuis plus de 3 mois les séances de répétition pour la réussite du concert du 20 novembre à Ouagadougou et celui du 10 décembre à Bobo Dioulasso. Ça se passe assez bien parce que ça fait quand même depuis longtemps qu'on répète. Mais on a commencé véritablement à maximiser, à faire des créas autour du spectacle véritablement depuis plus de 3 mois. Donc on est petit à petit, on fait un peu d'échantillonnage, travailler les transitions, travailler les petits détails, les petites précisions parce que c'est quand même un spectacle de 2 heures qu'on veut faire. Voilà, donc offrir véritablement le meilleur de nous-mêmes et puis bon voilà, donner de la chaleur véritablement aux gens et qu'ils soient contents d'être là ce soir-là. Magic System Smarty. Qui ne veut pas voyager? Où est Manager Goudé Pitino? C'est un album que moi, perso, j'écoute du premier au dernier. Parce que c'est des parties sincères. Chaque chose, c'est un album intime en fait. C'est des parties de moi, même quand c'est chaud, ça dit toujours quelque chose, quoi. Voilà. Au-delà de la fête, ces concerts programmés sont aussi une manière pour l'auteur de Odyssée d'apporter du réconfort et redonner du sourire au peuple burkinabé, éprouvé par le contexte sécuritaire difficile. Et pour la communication, les rues de Ouagadougou, les réseaux sociaux, la presse sont mis à contribution. Quand c'est difficile, nous en tant qu'artistes, c'est notre rôle aussi d'amener un coup de pouce, un coup de positivité dans le moral du peuple. Je pense que c'est un signal fort et ceux qui sont en face de nous ne veulent même pas voir qu'on rit, qu'on est heureux. Et voilà. Donc pour moi, comme pour tous les autres artistes, on est dans notre rôle, quoi. Continuer à leur distiller toujours une énergie positive. Si on ne fait rien, si culturellement tout est à l'arrêt, c'est compliqué. Donc la culture aussi est une arme de défense. Donc nous on utilise cette arme-là du mieux qu'on peut. Le défi est énorme, l'artiste en est bien conscient et ne cache pas ses émotions, comme ici sur sa page Facebook où il partage sa peur avec ses fans. Je suis un être humain, c'est normal. Je partage mes émotions. Moi je suis vrai, quand j'écris des choses, je n'ai pas de community manager sur ma page. Donc quand moi j'écris avec mes mots, j'écris avec mes phrases. Les seules choses qu'on corrige chez moi, c'est juste les S qui manquent, les accents qui ne sont pas là. Donc je parle vraiment avec mon âme, je parle avec mon cœur. Donc quand je dis que j'ai peur, quand je dis que je stresse, quand je dis que je truc, c'est véritablement pour... Je partage ces genres d'émotions-là pour que voilà, les gens te renvoient une énergie positive et te donnent le courage d'aller de l'avant. De toute façon, la date, elle est fixée. Il n'y a plus de retour possible. Entre peur, joie et stress, le staff de l'artiste met les bouchées doubles dans une ambiance bon enfant pour être au rendez-vous. L'appel est lancé, le lieu du rendez-vous identifié, la date connue, l'heure fixée. Le vin est donc tiré et Smarty compte bien le boire avec le public burkinabé. Je suis là, je vous attends. Un concert qu'on attend tous et pour lequel on souhaite beaucoup de bonheur pour ce qui est de l'artiste et que ça se passe très bien et nous y serons d'ailleurs. On va terminer avec la partie sport de ce JDS.
Nous sommes avec Claude Romba, bonsoir. Bonsoir Geoffroy Var. Voilà. Et en fait, la grande date, c'est le 26, le 16 novembre, à 17h pour être précis, face au Fennec d'Algérie, un genre de remake. On se rappelle d'il y a encore quelques années, on était dans la même posture, dans la même réalité. Ils nous ont fait souffrir, ces messieurs, avant le match. Je me demande, est-ce qu'on a tiré les leçons? Est-ce que vous pensez que ça va se passer différemment? Oui, je pense que ça va se passer différemment parce que, bon, d'abord, le contexte n'est pas totalement la même chose. Lors donc des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, c'est plus, en fait, je dirais que là, c'était direct. Là, cette fois-ci, on joue, après, on a les barrages. Donc, c'est un cran en dessous, certes, mais il faut dire que l'objectif reste le même, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Un faux pas, on y reste. Voilà, un faux pas, on y reste, surtout que dans la configuration du Burkina Faso, il n'y a plus de calcul à faire. Il faut impérativement s'imposer si on veut franchir le cap et se retrouver donc au match de barrage. Vous avez demandé, est-ce que les enseignements ont été pris? Je pense que oui. On a pris les enseignements de ce qui s'est passé. Voilà pourquoi les étalons vont démarrer dès demain. Donc, ils ont attendu jusqu'au dernier jour, pratiquement, pour rallier Blida. Il quitte Marrakech demain à 7h. C'est Marrakech-Blida, c'est pratiquement 1h30 de vol. Donc, il va arriver aux alentours de 8h30 du côté donc, de Blida. Et puis, bon, prendre leur quartier et puis aller faire la reconnaissance du stade aux environs de 16h. On sait que le match est prévu pour le 16 à 17h heure du Maroc, donc 16h heure du Burkina Faso. Donc, voilà un peu. Et l'arbitre sera sud-africain par rapport donc à cette rencontre importantissime que tout le Burkina attend. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Oui, mais Claude Romba, c'est vrai qu'on regardait tout à l'heure les images qu'on partageait du dernier match face au MENA du Niger. À la liste 2-0, après on a eu un match retour. Il y avait les blessés, c'était la grosse crainte. Avec l'Algérie, on est toujours dans le même contexte. Est-ce qu'on ne va pas avec un genre de boulet? Bon, effectivement, les étalons vont pas diminuer, certes, mais bon, on apprend déjà que Hervé Kofi Kouakou pourrait tenir sa place dans les pêches parce qu'il est toujours présent, il a commencé à trottiner, donc c'est peut-être qu'il sera au mieux de sa forme dans cette rencontre. Dans tous les cas, il y a plus de calcul à faire, hein. Il faut jouer, le match est programmé, il faut jouer, ce sera sur une très belle pelouse parce que le stade de Blida a vu sa pelouse évidemment être retouché, et ce qui a valu d'ailleurs parce que le match était prévu pour le 14, le match a été repoussé jusqu'au 16 pour permettre donc que le gazon prenne une certaine maturité. Donc on pourra avoir un terrain exceptionnel, et quand on dit terrain exceptionnel, c'est pour les magiciens, et dès lors que c'est bon pour tout le monde, eh bien les Burkinabés n'ont pas le choix, il faut aller titiller cette équipe algérienne, il faut aller chercher cette victoire, et je pense que Kamou Malo, quand on le connaît en fin, je dirais psychologue, il trouvera évidemment les mots juste pour galvaniser. Dans tous les cas, les étalons vont mouiller le maillot, et c'est ce qu'on a attendu. D'accord. Bon, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est croiser les doigts et puis attendre le vendredi 16 novembre à 17h et puis espérer que cela se passe bien, parce que évidemment, les Algériens mettent tous les gens de leur côté. On sait que les Granais, ça ne sera pas plein des gens qui sont de leur côté. 14 000 places qui sont ça sera cette réalité-là, et on sait comment ils se sont comportés la dernière fois, et ça ne sera pas loin de cela. Ils seront derrière les équipes et puis on verra. Mais moi, je veux qu'on finisse rapidement avec notre 8e journée de championnat national, parce qu'on a eu quand même en VSD vendredi, samedi, dimanche 8 matchs, et puis le changement majeur quand même, c'est que le leader lui aussi il a changé, c'est maintenant l'AS Sonabel. Oui, l'AS Sonabel qui prend la place de Salitas, parce que Salitas a été accroché hier au stade Issoufou Joseph Konombo par une équipe accrocheuse de l'ASB, une équipe très séduisante de l'ASB, un but partout. Pourtant c'est Salitas qui a mené 1-0. Royal, sur ses installations, a perdu face à l'ASFA 2-1. L'USFA est allé faire match. L'USFA donc l'ASK plutôt a contraint l'USFA au match nul, 0 but partout. L'AS Sonabel, grâce à sa victoire 1-0 sur le RCB ce soir même au stade Issoufou Joseph Konombo, prend la tête donc de ce classement, et puis a retenu également la belle victoire de Majestic sur l'AS Police, même si évidemment les dirigeants de l'AS Police ont quelque peu insulté l'arbitre. Kiko sur l'AS Douane, c'était vendredi, un but partout, vous l'avez dit. Conséquence au classement, c'est l'AS Sonabel qui est en tête avec 15 points, suivi de Salitas 13 points. L'USFA est 3e avec 12 points. Voilà ce qu'on peut dire
Et puis, retenez également que l'EFO a encaissé le premier but de la saison, puisque l'EFO a été contraint au partage des points, un but partout. Du côté donc de Bobo Dioulasso, je pense que voilà un peu qu'on peut retenir pour l'essentiel de ce face-au-foot. Merci bien, Claude Romba. Et avant qu'on se rencontre c'est dimanche prochain, on espère qu'on aura un bon point qualif pour Qatar 2022 à faire. Pas qualif, mais qualif déjà pour avoir le ticket pour les barrages. Évidemment. Voilà. Merci bien, Claude Romba, d'être passé sur ce plateau. C'est fini aussi pour ce JDS, journal dimanche soir, que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme, lui, se poursuit toujours sur True TV et nous vous souhaitons bonne suite de programme. À dimanche prochain.